Sabou Koudougou Didi sera-t-elle au rendez-vous de fin juillet annoncé? Le Premier ministre a eu la réponse à cette question ce matin sur place. Les travaux pour l'heure sont à 75% de réalisation. Promouvoir la mécanisation dans l'exploitation cotonnière au Burkina Faso pour mieux faire face au changement climatique. Les cotonculteurs ont affiché leur ambition à la dernière édition de la journée du coton à Karangasso-Sambla. Il faut sauver les 3 barrages de Ouagadougou. L'on est à la recherche de solutions durables à la pollution qui affecte ces retenues d'eau. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Le Premier ministre sur le chantier de la route Sabou-Koudougou-Didir, Béon Luc Adolphe Thiao, y est allé pour une piqûre de rappel sur la qualité des ouvrages et le respect des délais d'exécution. Le taux de réalisation est à 75% et le Premier ministre est optimiste quant à l'échéance de fin juillet pour la fin des travaux. Le point de cette visite dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux sur place de la RTB2 Centre-Ouest, Isaïe Parkouda. Et puis ce communiqué à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement du processus de formulation des nouveaux référentiels de la décentralisation. Placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale le mardi 27 mai 2014 à partir de 7 heures. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30. C'est signé le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Léon Yougoubaré, commandeur de l'ordre national. Face à les acteurs de la filière coton prennent l'option de la mécanisation dans l'exploitation cotonnière. Les producteurs de l'or blanc ont décliné leurs ambitions à la dernière édition de la journée du coton à Karangasso-Sambla samedi dernier. Une journée placée sous le patronage du président de l'Assemblée nationale. Les temps forts de cette journée avec Kwama Bame et Sylvain Vebamba. Booster la production cotonnière dans le département de Karangasso-Sambla, c'est l'objectif recherché à travers l'organisation d'une journée du coton dans cette localité qui, pour la 3e fois, se tient sur le thème « Oui à la mécanisation agricole, un vecteur pour l'intensification de la production cotonnière dans un contexte de changement climatique ». Intensifier la production cotonnière dans notre pays. Vous savez, le coton occupe beaucoup de place et il y a plus de 4 millions de personnes au Burkina qui vivent du coton. Vraiment, c'est pour amener la cohésion entre les producteurs à mieux produire et à s'autofinancer. En 3 éditions, la production cotonnière dans le département est passée de 4 605 à 6 396 tonnes, avec un accroissement de 30% par rapport à la saison écoulée. Cependant, le défi demeure la faiblesse des rendements. Aussi, les producteurs se sont engagés à produire plus. Bon, l'année prochaine, je sais ce que je peux faire. C'est pour augmenter la production en tout cas. Bon, je fais près de 30 tonnes en tout cas. Je me suis débrouillé avec les forces fumières pour modéliser mon travail. J'ai beaucoup travaillé et puis je connais aussi un peu travailler, cultiver le coton plutôt. Et c'est sa foi en l'agriculture pour aider les producteurs burkinabés qui a engagé le président de l'Assemblée nationale à soutenir l'organisation de cette journée depuis la première édition. À travers ces journées, à travers la sensibilisation autour donc de la modernisation, de sortir de la routine et d'aller vers le progrès par les moyens de la mécanisation, par le choix des semences, également par l'essence de l'organisation. En un mot, c'est pour moi un plaisir d'être chaque année ici à Karangasso-Sambla avec les producteurs du coton pour les encourager dans leur action. La cérémonie a servi de cadre pour primer les producteurs installés individuellement ou organisés en GPC. Des prix octroyés par des partenaires dont les stands d'exposition ont reçu la visite des autorités présentes. Quelle solution à la pollution qui affecte les 3 barrages de Ouagadougou?
La question est au centre d'un atelier d'échange. Mais avant d'ouvrir les débats, les acteurs ont voulu constater de visu la situation de ces retenues d'eau et le spectacle de ces barrages agonisant sous le poids des déchets appelle à des mesures urgentes. Karim Patrick Namouano. C'est la partie visible de l'iceberg. Retenues d'eau, les barrages numéro 1 et 2, 3 de Ouagadougou sont devenus des retenues d'ordures. La pollution, elle, est pernicieuse mais réelle et le constat est plus qu'alarmant, surtout qu'une partie de l'eau de boisson servie dans nos robinets vient de là. L'auteur, l'homme, ses actions regrettables. Il y a de l'horticulture, il y a le maraîchage, il y a des briquetiers qui sont là, il y a du commerce, des restaurants. Ils pensent se faire des revenus, mais ils oublient qu'en polluant l'eau, tous les revenus qu'ils vont récupérer là vont rentrer dans les frais médicaux parce qu'ils vont tomber malades. L'eau est très polluée, il y a des métaux lourds dedans et le phosphore aussi qui émane des maraîchages là, suite à l'usage des engrais. C'est ça aussi qui fait proliférer la jacinthe d'eau. Avec la jacinthe d'eau, on ne peut pas avoir du poisson par exemple. Ça va réduire parce que les poissons seront étouffés. Au-delà du triste constat, l'interpellation doit faire place à l'action. Les ministres adhèrent et montrent la voie. Il nous faut donc rassembler tous les acteurs qui sont autour de ces cours d'eau et qui mènent des activités qui sont polluantes pour les sensibiliser. Les sensibiliser sur l'impact environnemental de leur activité. Les barrages, c'est le poumon de Ouagadougou. C'est un patrimoine national commun de la ville de Ouagadougou, du Kadiogo. On ne peut pas laisser des individus isolés poser des actes qui vont causer des dégâts à toute la population. Et c'est ici le point de convergence de tous les acteurs concernés de près ou de loin à l'avenir incertain des barrages numéro 1, 2 et 3 de Ouagadougou. Leurs échanges devraient aboutir à des solutions durables pour préserver les ressources en eau de la capitale. Quelles solutions? Il faudra encore attendre les conclusions. Et le système de riziculture intensive expérimenté par l'INERA est une réponse aux effets des changements climatiques sur l'agriculture. La nouvelle technique culturelle est en expérimentation à Karfiguela et le périmètre témoin devra convaincre plus d'un producteur. Visite guidée et commentée pour nous par Simplice Barou. Sur un demi-hectare de la plaine aménagée de Karfiguela, Zoumana Ardjuma Sayon expérimente le système de riziculture intensive SRI, une technologie mise en œuvre par l'Institut de l'environnement et recherche agricole INERA à travers son programme Riz et Riziculture. C'est un système qui est basé sur un certain nombre de principes qui sont en fait des pratiques, des bonnes pratiques en riziculture. Ces pratiques existent isolément et ils ont un effet, mais quand on les met ensemble dans un paquet, on a encore plus d'impact sur la productivité du riz. Et l'objectif, c'est d'améliorer la productivité du riz tout en réduisant les coûts de production, notamment à travers la baisse des intrants, la quantité de semences à l'hectare. L'expérience semble être concluante et elle pourrait intéresser les autres producteurs de riz des Cascades. Certains d'entre eux ont été invités à constater de visu les retombées du système de riziculture intensive sur la parcelle de Zoumana Ardjuma Sayon, un producteur visiblement satisfait de son expérience. C'est bénéfique. Il faut 60 charrettes de fumier organique pour 1 hectare. Après 15 jours, on ajoute un peu d'eau. Si on constate la présence de mauvaises herbes, il faut les enlever. Pour la vulgarisation du SRI au Burkina, l'INERA est soutenue par le projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest et les résultats déjà obtenus sont encourageants. Le PPAO tient vraiment à cœur la diffusion de bonnes pratiques agricoles pour permettre aux producteurs en tout cas d'augmenter leur production et d'atteindre ou de dépasser l'autosuffisance alimentaire. Donc je suis vraiment satisfait de ce que j'ai vu ce matin ici. Si les coûts de production se réduisent grâce à la technologie du système de riziculture intensive, cela aura un impact sur le prix d'achat du riz local, se convainc le docteur Ibrahima Ouedraogo. Toute chose qui devrait contribuer à diminuer dans les années à venir les importations de riz au Burkina. Pour ouvrir l'actualité politique de ce journal, nous allons à l'arrondissement 12 de Ouagadougou. Les militants du Congrès pour la démocratie et le progrès de cet arrondissement réclament haut et fort la tenue d'un référendum pour départager les acteurs de la scène politique nationale.
Ils ont par la même occasion affirmé leur soutien à la candidature de Blaise Compaoré pour la présidentielle de 2015. Maxime Zongo. À la base de cette initiative, la jeunesse CDP du secteur 52 de Ouagadougou, sous l'impulsion de Yacouba Kinda, pour qui l'heure de la vérité a sonné. Blaise Compaoré, il n'est pas une autre force, et ce n'est pas le peuple. Nous le sûrs, et Blaise, le peuple, il est d'accord avec le Blaise Compaoré. Et les autres, ils ne veulent pas le référendum. Ça veut dire que j'ai une autre manière, il faut avoir le pouvoir. Le référendum, ça veut dire que c'est le peuple qui peut partager les deux parties. Et quelqu'un dit ne veut pas le référendum, ça veut dire qu'il y a une autre manière, il faut avoir le pouvoir. Là, nous, on veut la paix à Burkina Faso. Dieu n'a qu'à bénir à Burkina Faso. L'événement qui a mobilisé de nombreux militants et sympathisants issus de l'arrondissement numéro 12 de la capitale a connu également la présence de représentants du bureau exécutif du CDP et bien d'autres venus d'horizons divers. Le message que nous avons eu à passer est un message de paix, de cohésion, un message, un appel particulier que nous avons adressé à la jeunesse de l'arrondissement numéro 12. Nous avons demandé à cette jeunesse d'éviter la violence, de ne pas céder aux provocations, de cultiver le civisme, la tolérance, la non-violence au sein de leur groupe respectif. L'un des éléments essentiels pour toute élection étant la carte d'électeur, l'ensemble des intervenants ont insisté sur la nécessité d'aller se faire enrôler pendant la période indiquée. Après quoi, militants et sympathisants sont invités à rester soudés et vigilants pour assurer la victoire au candidat CDP dans le respect des différences et surtout dans la discipline. Dans les Cascades, l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain dit merci à ses militants et sympathisants de Koutoura pour leur mobilisation lors des dernières élections couplées de 2012 qui a permis au parti de l'éléphant d'enregistrer un bon score. La délégation du Bureau national, conduite par le député Sidiki Belem, a aussi entretenu les militants de l'ADF-RDA de cette localité sur l'actualité politique nationale. Draman Kabouré. Suite aux résultats satisfaisants que l'ADF-RDA a obtenus lors des élections couplées de 2012, les responsables du parti ont jugé nécessaire de revenir manifester leur gratitude et reconnaissance à l'ensemble des militants et sympathisants qui ont placé leur confiance en eux. Autorités locales et coutumières, chefs de village ainsi que les habitants de Koutoura se sont mobilisés pour accueillir leurs représentants. Aux échéances dernières, en décembre, cette population qui, pour la première fois, a fait la promesse de m'accompagner, a tenu cette promesse et a permis que je puisse siéger aujourd'hui au Conseil régional des Cascades. Naturellement, pour moi, il s'agit d'un devoir vraiment de reconnaissance envers cette population-là. Le représentant du président du parti de l'éléphant se dit satisfait de la forte mobilisation des militants et sympathisants de Koutoura. Pour lui, le combat pour la conquête du pouvoir doit se mener dans la légalité, sous la forme républicaine et la position de l'ADF-RDA est claire par rapport à l'organisation du référendum, à la mise en place du Sénat et la relecture de l'article 37 de la Constitution pour les échéances présidentielles de 2015. Nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord pour la modification de l'article 37. Ça se trouve dans notre loi fondamentale de l'ADF-RDA. Nous pensons que l'alternance est une chose qu'il faut ne pas muser. Sur la question du Sénat, dans notre constitution, il y a le Sénat. Si la classe politique est d'accord, mais ce n'est pas ce Sénat que nous voulons, mais si la classe politique est d'accord pour ce Sénat, nous ne trouvons pas d'inconvénient. Parce que nous avons dit que nous allons expérimenter le Sénat. Pour le référendum, étant dit que nous sommes contre l'article 37, nous pensons que c'est inopportun. Les responsables de l'ADF-RDA ont invité les militants du parti à se faire enrôler, car en 2015, ils présenteront un candidat à la présidentielle.
La pilule passe difficilement à Bitou. La ville ne décolère pas depuis l'annonce du transfert partiel des services des douanes à Saint-Cancé dans le cadre de la mise en œuvre du poste de contrôle juxtaposé. Le directeur général des douanes a dû donner de longues explications aux responsables administratifs et coutumiers ainsi qu'aux transitaires. Le temps est maintenant à l'apaisement, mais il faudra travailler dur à réduire l'impact économique de ce transfert. Bouma Ernest Nebier. 3 jours après les manifestations contre le départ partiel de la douane, l'atmosphère reste tendue à Bitou. Les commerçants et autres gérants de kiosques à café dans les environs des bureaux de douane ne digèrent toujours pas le départ annoncé de la douane de leur ville. Transitaires, petits commerçants et autres travailleurs connexes font le pied de grue devant les bureaux des douanes. Présent à Bitou dans le cadre d'une tournée régionale, le directeur général joue la carte de l'apaisement avec les différents acteurs. Aux responsables de la commune, aux chefs de canton et aux transitaires, il a expliqué le processus en cours avant d'insister sur la nécessité de dialoguer. Nous, autorités locales, ça va aussi nous permettre de nous asseoir avec les acteurs aussi de la douane, des autorités coutumières et religieuses, si je peux le dire ainsi, de réfléchir pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ce départ-là aussi ne soit pas un handicap pour la population de Bitou. Nous allons émettre des vœux, des souhaits au gouvernement par le biais du DG de la douane, qui, eux, à leur tour, vont voir ce qu'ils pourront faire pour nous. Tout en déplorant le fait que ce transfert se passe sans préalable, tous reconnaissent un fait. La décision du transfert des services de douane à Saint-Cancé s'impose aux autorités burkinabées. La réaction des uns et des autres, à mon sens, est tout à fait légitime, parce que la douane fait partie de l'histoire de Bitou. Et déménager du jour au lendemain, cela peut susciter vraiment quelques réactions assez négatives. Mais c'est humain. Mais ce qu'il faut voir, c'est comprendre que c'est une décision qui ne dépend pas forcément de l'État et que c'est une décision salutaire qui peut être à terme bénéfique pour l'ensemble des États. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver des solutions aux problèmes qui se posent immédiatement. À l'issue de ces différentes rencontres d'explications, le ton semble avoir changé du côté des habitants de Bitou. Il est désormais question de s'adapter à la nouvelle situation. On ouvre un chapitre éducation maintenant avec l'UNESCO qui s'engage à apporter un changement qualitatif aux besoins de l'éducation au Burkina Faso. Mais encore faut-il disposer de documents d'orientation fiables et efficaces. Le ministère de l'Éducation nationale renforce les capacités des enseignants du préscolaire et du secondaire dans ce sens. Yolande Lompo. L'UNESCO et le gouvernement burkinabé ont décidé d'unir leurs forces dans la recherche d'une éducation de qualité à travers un programme piloté conjointement depuis novembre 2012 et soutenu par des partenaires bilatéraux que sont la Finlande, la Suisse, l'Italie, le Danemark, la Suède et la Norvège. Et pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés, les enseignants qui jouent un rôle déterminant dans l'enseignement verront leurs capacités renforcées. À la date de 2010, les estimations montrent qu'il faudra environ 1 700 000 enseignants au niveau du monde pour offrir une éducation de base de qualité à tous les enfants. Au niveau de l'Afrique, ce chiffre atteint 990 000 enseignants nouveaux qu'il faudra recruter pour l'éducation pour tous. Nous souhaitons appuyer les efforts du gouvernement par le programme Capacity Building for IFA. Le programme a une durée de 4 ans, mais selon le rapport produit par l'UNESCO, force est de constater que le Burkina Faso ne pourra pas être au rendez-vous de 2015. Nous ne pourrons pas atteindre effectivement les objectifs du millénaire parce que c'est déjà pour 2015. Dans le domaine de l'accès, tout est possible parce que nous avons pris des mesures qui vont nous permettre certainement d'atteindre le taux de 100%. Mais les objectifs ne s'arrêtent pas seulement au domaine de l'accès. Il y a le domaine de la qualité
où nous pensions que le taux d'achèvement devrait être aussi de 100%. Malheureusement, vous voyez les indicateurs que nous avons donnés, nous sommes à 59,6%, ce qui est encore bas. Et à cette rencontre, enseignants du préscolaire et du secondaire devront mettre à profit ces 72 heures afin d'apporter leur contribution pour une éducation de qualité pour tous. Dans le Sahel, la mine d'or d'Essakan a pris le pari d'améliorer l'offre éducative dans la région et depuis, les responsables multiplient les actions en faveur de l'éducation à travers la réalisation d'infrastructures scolaires. Les journalistes ont pu apprécier sur place les efforts de la société minière. Zoubaviel David Dabiré, Faisal Sissi. Conformément à ses cahiers de charges, la mine d'or d'Essakan, depuis son installation, multiplie les actions pour booster l'éducation de base dans les villages et riverains du site. À titre d'exemple, les responsables d'Amgol ont investi plus de 560 millions de francs CFA pour la réalisation d'infrastructures et de bosquets scolaires dans les villages de Falangutu, de Gulungutu et Essakan site pour la seule année de 2013. En plus, des bourses d'études sont octroyées chaque année aux tout-petits, le but étant de les encourager et à les retenir à l'école. Les enfants, au niveau de Essakan site, les gens vont à l'école. On envoie les enfants à l'école jusqu'à il n'y a plus de place pour recruter les enfants. Parce qu'aujourd'hui, chacun de nous ne veut pas que demain tu vas trouver ton enfant à Karal, avec un pingache ou bien avec pelle et puis encore partir dans l'eau, il est là en train de laver là. Les hommes des médias ont également pu appréhender les causes du faible taux d'achèvement au primaire qui est de 29% au Sahel contre 55% au niveau national. L'un des fléaux qui pousse les enfants à laisser tomber l'école, on peut citer d'abord l'orpaillage comme on le disait, quelques élèves qui quittent l'école pour aller dans les mines. Bon, il y a également les quelques cas de mariage précoce. Ces mots-là existent ici, mais vraiment, on peut minimiser ça. Voilà, parce que l'orpaillage, dans le temps, les élèves abandonnaient les salles de classe pour ça, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ensuite, les mariages précoces, c'est inhérent à la société, à la culture. Tout compte fait, les habitants des zones riveraines du site apprécient les efforts déployés par la mine dans le domaine de l'éducation. Des efforts qui seront consolidés selon les responsables d'Amgol par l'inauguration prochaine du CEG des Sakan sites, toute chose qui permettra aux élèves de poursuivre leurs études sur place. Mobilisation tous azimuts la semaine dernière à Dakar pour un plaidoyer en faveur de la santé de la mère et de l'enfant en Afrique. Le financement, c'est le talon d'Achille de cette lutte et l'ONG Harmonisation pour la santé en Afrique veut faire des parlementaires, sociétés civiles et médias la cheville ouvrière de cette sensibilisation pour la mobilisation de ressources financières, suivant le commentaire de Lazare Pouya. C'est à Dakar, au Sénégal, que la structure HHA, Harmonisation pour la santé en Afrique et ses partenaires, l'OMS, l'UNICEF, l'Union interparlementaire, Save the Children et Family Care International, ont convié ce premier groupe de pays francophones, à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la République démocratique du Congo et le Sénégal. Objectif, réunir les cadres des ministères de la Santé et des Finances, des parlementaires, des représentants de la société civile, des représentants des médias ainsi que d'autres partenaires intervenant dans le plaidoyer budgétaire pour la santé et surtout la santé de la mère et de l'enfant. Il s'agissait pour les organisateurs de renforcer entre autres la capacité de ses participants pour analyser et mieux comprendre la budgétisation et la planification pour la santé au sein d'un cycle plus large de redevabilité. Ça donne l'occasion d'avoir beaucoup plus de connaissances dans surtout la budgétisation, le plaidoyer pour avoir suffisamment d'argent pour pouvoir financer en tout cas l'organisation et la mise en œuvre des systèmes de santé. Dans l'optique de renforcer les compétences de ses participants pour un dialogue citoyen sur le financement de la santé, les différentes délégations ont eu droit à plusieurs communications. De ces communications, il ressort que la santé de la mère et de l'enfant est préoccupante en Afrique de l'Ouest. Selon les statistiques, en moyenne, un enfant sur 9 n'atteindra pas l'âge de 5 ans, contre 1 sur 52 dans les pays développés. Plus de 2 millions d'enfants meurent chaque année en Afrique de l'Ouest des complications néonatales, du paludisme, de pneumonie et de diarrhée.
Et la rencontre de Dakar visait également à développer des réseaux de partenaires qui guideront et entreprendront un plaidoyer pour une meilleure budgétisation de la santé maternelle et infanto-juvénile dans chaque pays. Cette rencontre-là est extrêmement importante du fait que ça nous donne un fil conducteur, ça nous renforce pour qu'on puisse jouer le meilleur rôle possible pour qu'il y ait une meilleure allocation donc, du budget, notamment du budget de la santé et plus particulièrement du budget pour la lutte donc, contre les problèmes des femmes et des enfants. De cette rencontre d'échange d'expériences, la voix du Burkina a été entendue à travers ses représentants. Le PNDS Burkina, le Programme national de développement sanitaire, a été cité et présenté en exemple, le Burkina étant à son deuxième PNDS, contrairement aux autres pays qui en sont à leur début. De retour dans leurs pays respectifs, les représentants de chaque pays devraient se retrouver pour travailler et valider le plan d'action pays. L'enjeu de la région étant plus d'argent pour la santé. Et on parle religion dans ce journal avec le Cercle d'études de recherche et de formation islamique qui célèbre ses 25 ans d'existence. Un quart de siècle au service de la promotion de l'islam au Burkina Faso. Et pour marquer le coup, une conférence sur l'unité d'action des musulmans. Abdul Rasmane Zongo. Le Cercle d'études de recherche et de formation islamique CERFI, dans la tenue du pari organisationnel des activités de son 25e anniversaire, fixe l'attention sur une conférence de presse ce dimanche. Nous avons fait 13 grandes conférences dans les 13 régions du Burkina. Et donc celle-là est la 14e grande conférence publique qui porte sur l'unité d'action des musulmans à travers les expériences dans les pays de la sous-région ouest africaine. Il sera question de ces structures fêtières, les structures fêtières qui coordonnent et évaluent l'action du travail islamique dans les différents pays de la sous-région. Il sera question également d'examiner les différents cadres institutionnels de ces structures fêtières. Donc on peut témoigner qu'ils ont beaucoup fait pour les pays, ils ont beaucoup fait pour notre religion. Les rapprochements entre les différentes communautés, sensibilisation, éducation. Donc vraiment, nous les leaders musulmans dans notre pays, on est satisfaits. Nous prions beaucoup pour nos enfants, nos frères, nos fils, des sœurs-filles, que Dieu les bénisse davantage. Cette cérémonie enregistre la participation des délégations sœurs venues de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Bénin et du Mali. En tant que secrétaire exécutif de l'OGMAO, qui est une structure qui a été créée il y a 21 ans, cela est important parce que le CERFI fait partie des associations qui animent le plus notre organisation sous-régionale et c'est aussi l'occasion pour nous de partager notre expérience personnellement en ce qui concerne moi le Niger et aussi les expériences des autres pays. Le CERFI a entre autres pour objectif la promotion de l'islam et la contribution aux actions de développement du Burkina Faso. Les fidèles musulmans de Dakouré, eux, diront désormais leur prière de vendredi sur place dans leur village. L'ONG Kata Charity a entendu leur cri de cœur et une mosquée leur a été offerte. Prières et bénédictions ont été dites à l'inauguration du nouveau lieu de culte. Nathalie Savadogo Nabaloum. Les fidèles musulmans du village de Dakouré dans la commune rurale de Tema-Bokin peuvent désormais rester dans leur localité pour célébrer leur prière de vendredi dans cette mosquée. Une mosquée construite par l'ONG Kata Charity, entièrement équipée de nattes et bientôt de micros, d'une capacité de 100 places. Nous avons demandé à ce que, en tout cas, ils viennent solutionner un problème de notre communauté qui était d'avoir une mosquée de vendredi. Et notre demande a été acceptée. Et c'est dans ce cadre que nous avons reçu donc l'aide pour la construction de la mosquée que vous voyez. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose, c'est le jour de l'inauguration donc de la mosquée. Une mosquée qui contribuera incontestablement à renforcer la foi islamique dans la localité. D'où la satisfaction de la population bénéficiaire, sortie nombreuse pour assister à l'inauguration. C'était en présence des autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses, ainsi que de nombreux fidèles venus des villages voisins. Avant
Avant, nous partions à Bokin et à Kirsi pour prier. Maintenant, nous avons notre propre mosquée et nous remercions beaucoup Dieu. Nous demandons à Allah pour qu'il en donne aussi aux villages voisins qui n'en ont pas. On est très contents. Dans une jolie bâtiment comme ça, il ne faut pas le laisser très sale. Il faut veiller à ça. Et c'est le donateur aussi, quand il passe, il est très content. Si vous l'abandonnez, ça ne donne pas de courage. En tant que représentant du parrain, c'est un message à l'endroit de toute la population de fréquenter ce lieu de culte et de l'entretenir pour donner raison à ceux qui ont pensé bon de réaliser ça ici. Avant de procéder à la coupure du ruban symbolique, l'imam a émis le vœu que cette mosquée soit un véritable lieu de prière, d'adoration de Dieu, d'entente de solidarité et de fraternité entre frères musulmans, une maison de Dieu où régnera la cohésion, le pardon et la tolérance. Il a aussi souhaité que la paix règne au Burkina Faso. À Ouagadougou, on a rendu hommage au chef coutumier le 22 mai dernier. La nuit dédiée à ces garants des us et coutumes à Paris-Cochet fait la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Vedettes de la chanson moderne et traditionnelle se sont succédés sur scène lors de cette nuit qui a magnifié la tradition. L'initiative est de l'artiste Nana Bibata. Ziediara Sylvestre Da. Les chefs coutumiers m'ont aussi à l'honneur à la maison du peuple de Ouagadougou en cette nuit qui leur est dédiée. Une manifestation qui vise à faire la promotion de la paix au Burkina Faso. Tout le monde sait que dans notre pays, c'est les chefs coutumiers qui font leur culture burkinabé. C'est ça qui fait que le Burkina Faso, il y a la joie, il y a la paix. Donc c'est pour cela que moi j'ai pensé, bon, je vais faire quoi pour remercier le chef traditionnel. Donc dans mon rêve, moi j'ai initié que je dois faire quelque chose pour le chef coutumier. Plusieurs artistes traditionnels et modernes ont répondu présents, question de véhiculer des messages de paix et de solidarité. C'est la nuit d'hommage au chef coutumier, mais vous savez très bien l'importance des chefs coutumiers dans notre pays. Une telle initiative, naturellement, est à encourager et à soutenir. C'est pourquoi nous nous sommes donc engagés à la soutenir. Nana Bibata, la promotrice de cette activité, entend perpétuer l'organisation de la nuit des chefs coutumiers, un événement qu'elle veut désormais annuel. Sport pour finir, pas de qualification pour les étalons juniors à la CAN 2015 au Sénégal. Hier dimanche, au stade Modibo Keïta à Bamako, Sidi Napon et ses poulains se sont imposés devant les Aiglons du Mali sur le score de 2-0. Une victoire insuffisante puisqu'au match aller, les étalons sont tombés lourdement sur le score de 3-0 à Ouagadougou. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à Bamako, Souleymane Sanou, Jean-Modeste Ouedraogo. Sidi Napon et ses poulains peuvent nourrir des regrets après ce match presque parfait réalisé au stade Modibo Keïta de Bamako. Battu 3-0 au match aller à Ouagadougou, Faisal Ouedraogo et ses camarades se sont montrés conquérants en dominant les Aiglons du Mali sur leurs propres installations. Zakaria Sanogo la coqueluche fait trembler la défense malienne avant de déposer la balle sur la tête de Ilyas Sawadogo pour l'ouverture du score. Nous jouons seulement 17 minutes. À la 29e, le coup franc de Faisal Ouedraogo trouve la barre transversale. Les juniors burkinabés sont à l'aise et dominent la rencontre. Les Maliens sont inexistants et même le bourreau des étalons au Makale, Salou Guindo, est sous les teignoirs. L'arbitre sénégalais renvoie les 22 acteurs dans les vestiaires sur l'avantage d'1-0 pour les étalons juniors. En seconde période, les Maliens mettent le pied sur le ballon et se montrent dangereux dans le camp burkinabé, mais Hervé Kofi Pokou est maître de la situation. La réplique burkinabé ne tarde pas. Sur coup franc, Faisal Ouedraogo est passeur décisif pour le doublé de Ilyas Sawadogo. À 2-0, les étalons juniors croient fermement à un possible renversement de la situation.
Ilias Ouedraogo, l'ancien profondeur, se débarrasse de ses gardiens et Serge Sanogo. La défense malienne là-bas, l'arbitre sénégalais ne bronche pas. Les étalons tentent le tout pour le tout sans parvenir à rattraper leur retard, accusé au match aller. La qualification n'a pas eu lieu, mais l'honneur est sauf avec cette victoire de 2-0. Beaucoup de regrets au match aller. Moi, j'y croyais à mon groupe. Je savais que tous les matchs que j'ai joués à l'extérieur, j'ai gagné. Mais on a un gros problème. Le gros problème du Burkina, c'est les Burkinabés eux-mêmes. Le public, il n'y a pas beaucoup de supporters, mais j'ai l'impression que des gens viennent au stade pour se défouler et insulter les joueurs. L'essentiel, c'est de se qualifier. Nous nous sommes qualifiés, et même si la qualification a été acquise dans la douleur. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, nous avons été mauvais sur toute la ligne. Nous l'acceptons et nous félicitons cette équipe du Burkina qui est vraiment venue en conquérant, pour laver, si vous voulez, l'affront qu'elle a subi au Burkina. Malgré tout, ce sont les Aiglons du Mali qui se qualifient pour le dernier tour éliminatoire de la CAN Junior Sénégal 2015. Ils rencontreront les éperviers juniors du Togo. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes. À demain.